Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue aujourd'hui pour le septième épisode déjà de Planète Futsal. Merci à tous ceux qui suivent chaque semaine les petites émissions, ça fait plaisir. Et aujourd'hui j'ai l'honneur vraiment de recevoir une des légendes de ce sport. Vous allez le reconnaître évidemment, monsieur Jamel Haroun. Salut Jamel, comment ça va? Salut Steven, merci pour le compliment. Ouais, normal. Ça va très bien, merci beaucoup. Très bien. Bon, bah écoute, voilà, on a eu un petit peu de mal à se capter, entre guillemets, mais bon, voilà, je suis très content en tout cas de pouvoir faire cette interview. Il y a eu beaucoup de questions aussi sur les réseaux sociaux de Planet Futsal, donc voilà, on va pouvoir échanger ensemble sur, voilà, sur ton parcours, sur pas mal de choses. Justement, on va commencer tout de suite. Comment t'as découvert le futsal, toi? C'est la question un peu de base, mais bon, je suis obligé de la Ouais, poser. je vais mettre rec. Ouais, Ouais. ouais, le futsal, je l'ai découvert en 2003. En 2003, lors d'une finale de Coupe de la Ligue entre Roubaix Futsal et Cambrai. Je disais toujours que ce jour-là, j'ai été impressionné par le gardien qui était David Morand, gardien de Roubaix, notamment Roubaix avait gagné la Coupe de France, mais aussi dans cette finale avait fait des choses exceptionnelles, notamment sur un penalty, un arrêt ultra décisif, et c'est quelque chose qui m'a plu tout de suite, très très vite. Donc à la rentrée, j'ai tout de suite interpellé un ami à moi qui s'appelait Alice Walmy, et lui ai dit écoute, fais-moi en qui à Roubaix, j'aimerais bien m'essayer au futsal, dis-moi comment je peux faire, et voilà quoi. L'aventure elle a commencé en novembre, D'accord. novembre 2003. Et alors de manière peut-être si on revient encore plus en arrière, comment? Parce que voilà, quand on a tous fait du foot ou en tout cas quand on est fan de foot, le poste de gardien c'est quelque chose de spécifique. Comment tu te retrouves à être gardien? Il y a quelque chose, il y a une histoire ou Ouais, t'as eu une il y a passion une comme histoire. ça? Il y a une histoire. Alors, je te cache pas, j'étais joueur quand j'ai commencé. On veut tous être joueurs, tous numéro 10, tous attaquants, on veut marquer des buts. Sauf qu'à un moment donné, euh, t'as beau essayer de marquer des buts, si t'as deux pieds droits ou deux pieds gauches, ça passe pas. Ouais, Façon de parler, on rigolait, mais en fait, il y avait un gardien dans notre équipe, c'était à Roubaix, en Poussin, qui avait quitté le pays, qui est reparti au Portugal avec ses parents. Donc, on n'avait pas de gardien pour le week-end. Et mon entraîneur, c'était Eric Delbecq. Beaucoup de monde le connaissent aujourd'hui, qui est un des fervents supporters et un des fervents défenseurs du futsal aujourd'hui. Il m'a dit, il a dit au groupe qui va aller dans les buts, les gars. On n'a pas de gardien aujourd'hui. Et bon, comme moi, de temps en temps, ça m'arrivait d'aller dans les buts au quartier. Je dis, bah ouais, je vais bien essayer, pas de problème. On n'avait pas gagné un match depuis le début de saison. Et là, on joue, on gagne 3-0, j'arrête un penalty. Et là, laisse tomber la folie dans l'équipe. J'étais en pousse un B à cette époque-là. Et du mercredi, il arrive avec un sac, une paire de gants, un pantalon de gardien, un maillot. Il m'a dit hop, toi tu resteras dans les buts jusqu'à la fin de la saison. Voilà, c'est que ça a commencé comme ça. ouais. J'ai l'impression que c'est souvent, enfin il y a souvent des histoires comme ça avec les gardiens, une belle histoire où on y va un peu par hasard et puis bah en fait on kiffe et puis bah on y reste toute notre vie quoi. Moi j'étais sûr de jouer, Ouais, c'est plus simple, c'est vrai. Ouais, du coup, bon, donc t'as découvert un peu à Roubaix, bah t'as, bah, du coup, rapidement, on va dire, signé une licence et bah, plutôt, tu t'es plutôt bien débrouillé. Ça se passe comment un peu les premiers entraînements, les premiers matchs, tu trouves tes marques, parce que toi tu joues un petit peu à 11 déjà. Ouais, bah, je joue à 11 depuis l'âge de 7 ans, je joue à 11 et à cette époque-là, je venais juste de quitter le LASK. J'étais avec l'équipe 3 et je m'entraînais avec la CFA de Lille à cette époque-là. Bon, comme beaucoup d'autres, j'étais étudiant à côté. On sentait que ça allait pas, que ça passait pas, qu'il n'y avait pas de contrat, il n'y avait rien. Il fallait faire des choix à ce moment-là. Et personnellement, de ma famille, de mes frères et sœurs et autres, il y a des choix qui sont qui se sont très vite imposés. Il faut assurer son avenir, sa carrière professionnelle, et ça passait par les études. Et voilà, donc j'étais revenu sur Roubaix en interrégional à l'époque avec Roubaix Sport et Culture, Roubaix Omelay. Et la découverte du futsal au mois de novembre, il n'y avait pas d'entraînement à cette époque-là. Il faut savoir que les clubs ne s'entraînaient pas. On jouait le lundi. Et c'était un lundi du mois de novembre. Ils avaient fait ma licence. On est parti jouer à Valenciennes, mon premier match. Et on gagne 9-3, je crois. Je fais un match correct. Mon entraîneur, c'était Amarikik à cette époque-là. Et il m'a dit écoute, c'est bon, c'est validé. Tu restes dans l'équipe. On a trouvé un gardien. Bon, bah écoute, tant mieux, ça me fait plaisir. Et voilà, l'aventure, elle a commencé comme ça. D'accord. Bah, du coup, ça va, c'est une bonne transition par rapport à la question que j'ai notée un peu après. C'est
à l'époque, si je dis pas de bêtises, vous avez remporté le tout premier championnat de France, ça s'appelait Challenge National. Et justement, à cette époque, ça ressemblait à quoi la Division 1, le championnat de France? J'imagine que c'est totalement différent de ce qu'on a maintenant, quoi. Je vais te donner à quoi ça ressemblait. Et pour toutes les équipes, c'était pareil. Déjà, de 1, tu n'avais pas de joueurs qui étaient spécifiques futsal à cette époque-là. Donc, tout le monde jouait à 11, jouait au futsal dans son championnat régional. Et ils avaient créé le Challenge National. C'était des poules de 5 équipes. Il fallait finir premier de ta poule pour être qualifié sur une finale play-off à 4 équipes. D'accord? Donc, il y avait 4 poules de 5. Et les 4 premiers étaient qualifiés demi-finale finale. Donc, tu jouais tous les lundis avec ton club en championnat de DH régional. Tu jouais le dimanche au foot à 11. Et à côté, tu avais le Challenge National qui avait quasiment, on va dire, un match par mois ou un match tous les D'accord. 3-4 semaines. Donc, c'était comme ça, en fait, là, avant le premier Challenge National. Donc, c'était une finale qui s'est jouée, je pourrais plus te dire parce que je ne l'ai pas joué, moi, de mon côté. J'étais parti avec l'équipe de France de beach soccer à La Réunion pour un stage. Et D'accord. c'était d'ailleurs paix à son âme, à Cédric Leroux, qui avait pris ma place à cette époque-là et Roubaix avait gagné le Challenge National à cette époque-là. Mon équipe avait gagné le Challenge National et c'était le tout premier, voilà, l'embryon du championnat de France de D1. D'accord. Et j'imagine qu'au niveau de tout ce qui est aussi installation, organisation, structuration, c'était quoi? On était vraiment dans l'amateurisme total parce que c'était le début aussi, hein, c'est pour ça, Ah non, hein. mais c'était folklore, à part quand je dis folklore, façon de parler, mais c'était des arbitres régionaux qui venaient arbitrer les matchs classiques, dire de challenge national. Mais à côté, tu avais la finale qui se déroulait sous forme de play-off, un petit peu comme la Coupe de France. 4 équipes qui se réunissent dans une même salle, demi-finale en 2 fois, je pense, je dis pas de bêtises, c'était 2 fois 15 minutes, et finale 2 fois 15 minutes, c'était ce format-là. Et parce que bon, des fois, on est un peu nostalgique aussi de nos débuts, parce que c'est des ambiances différentes aussi. Tu es quand même un peu nostalgique de cette période où tu te dis non, vu l'évolution du futsal, je préfère quand même maintenant. Non, mais c'est pas les mêmes ambiances du tout, du Ouais. tout, du tout. Franchement, autant il n'y avait pas cette culture tactique futsal, mais il y avait de sacrés joueurs à l'époque. Techniquement, individuellement, je pense que la moyenne, elle était très, 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 très haute dans toutes les équipes. Et tu avais des matchs très engagés, tu avais des ambiances exceptionnelles. Franchement, il y avait encore cette naïveté en plus de ça. Tout le monde ne se connaissait pas et les matchs, ils étaient tellement beaux parce qu'en fait, tu ne pouvais pas analyser l'équipe adverse, tu ne savais pas Hmm, comment elle jouait, tu hmm. ne connaissais pas les joueurs. Et donc, je pense que ça manque, même si aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très beau. La discipline, elle a super bien évolué. On se rapproche du professionnalisme. Mais non, non, ça manque un petit peu quand même, Ouais, la bonne les matchs franquette, quoi. champêtres. Ouais, il n'y avait pas la vidéo, quoi, à l'époque, c'est ça que c'était Ouais, drôle. rien de tout ça. Ok, bon, du coup, là-bas, tu fais ouais, quasiment 8 ans, tu gagnes 3 Coupes de France, donc j'imagine, je sais pas, pour toi, c'est une fierté de dire je suis dans le club de ma ville et en plus, on est performant, on fait partie des meilleures équipes de France. Tu le vis comment, toi, à ce moment-là? Je suis un privilégié. Personnellement, à cette époque-là, moi, j'avais pas froid aux yeux, mais avoir rapidement gagné ma place à Roubaix et m'imposer au sein de l'équipe qui était à l'époque la meilleure équipe de France, d'accord, dans les années 2000, attention de 2000 jusqu'à quasiment 2009-2010, Roubaix était la place forte du futsal français. Et tout le monde enviait beaucoup Roubaix, tout le monde copiait beaucoup Roubaix par Roubaix Futsal, par sa structuration. Le club était très bien structuré, jouait très bien, il y avait des joueurs de très très grande qualité et beaucoup de monde s'inspirait, beaucoup de clubs parisiens venaient jouer à Roubaix pour pouvoir des matchs amicaux ou autres. Donc non, non, c'était une grande fierté, une grande fierté. Ok, cool. Et puis, bon, bah ensuite, il y a le passage au Sporting, enfin, le premier passage en tout cas. Celui-là, c'est quoi? C'est le moment où tu passes un cap un peu de manière professionnelle. Tu te dis, bon, avant, c'était une passion, c'est devenu, enfin, je peux faire des choses, mais là, je passe un cap aussi peut-être dans le professionnalisme. Ben, c'était surtout l'envie de toujours continuer à évoluer, être performant et comme tu dis, à passer un palier, passer un cap. Je pense que Roubaix, on était au bout d'une histoire, en tout cas qui me concernait. 7 ans, 7-8 ans à beaucoup donner, à cravacher, que ce soit sur et en dehors du terrain. Et à un moment donné, il fallait se trouver un nouveau challenge, un nouveau souffle. Et le Sporting Paris, qui était l'équipe montante à cette époque-là, Hmm. m'offrait cette possibilité. Et c'est tout naturellement que j'ai accepté. Ouais, là, tu t'as fait partie de la grande époque, quoi. Bah, vous étiez Bah, vraiment les le, numéros un, quoi. le grand Sporting,
il faisait rêver tout le monde. N'importe quel joueur aurait signé les yeux fermés au Sporting Paris juste pour jouer avec des joueurs comme Betinho, Lucas, Texera, Cholet. C'est Diogo qui est arrivé par la suite. Franchement, le club, on a fait rêver la France entière. Tu, On a tu, fait rêver la France entière. tu ressens une certaine pression au début quand tu arrives de Roubaix, parce que bah, tu quittes aussi peut-être je sais pas, tes repères, ta ville. Au début, comment tu t'appréhendes tout ça, ou tu sais que t'as ton niveau et que tout va bien se passer? Comment tu gères ça? Ben, il y a une petite pression, c'est logique, parce que tu quittes un cocon et tu as fait 7 ans à Roubaix, tu n'as fait qu'un club. Et tu te dis un petit peu comment tu vas être, à quelle sauce tu vas être mangé, entre guillemets. Mais tu viens quand même avec un statut parce qu'on est venu te chercher. Et à cette époque-là, ça faisait déjà 6 saisons que j'étais en équipe nationale. Donc j'avais engrangé pas mal d'expérience internationale et pas mal de matchs de haut niveau. Et ça m'a permis d'arriver confiant, même si dans mon entourage, en tout cas dans le Nord, beaucoup se disaient que il va se casser les dents. Surtout à la signature du gardien de Paris Métropole à cette époque-là, Giuseppe, qui avait signé, brésilien. On s'était dit que ça allait être très compliqué pour moi. Et perso, comme tous les challenges que j'ai relevés, tu vas sur le terrain, tu te donnes à fond et tu verras le résultat, quoi. Très bien, ok. Bon, on reparlera un petit peu du Sporting là, sur la fin. Entre-temps, il y a aussi voilà, un petit retour à Roubaix, le petit retour un peu aux premiers amours. C'est quoi? C'était l'envie de se dire je dois rendre un peu ce que la ville m'a donné. Comment c'était ce retour? Il y a, y, a, y a un double, y a eu un double projet. Le premier projet, il a été dans un premier temps 34-35 ans. Sachez que le futsal, on parle de professionnalisme en France, mais il n'y a pas de professionnalisme. Hmm. On est que des amateurs. On ne vit pas du futsal. Très peu, en tout cas, en vivent aujourd'hui, mais vraiment très, 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 très peu. Et que moi, j'ai toujours travaillé dans ma vie, dans ma carrière. Et il fallait assurer surtout un avenir professionnel. Et la ville de Roubaix me le proposait et me le permettait par une arrivée, une embauche au sein de la ville de Roubaix avec un poste bien spécifique sur l'accompagnement des associations sportives, sur vraiment quelque chose qui me plaît en plus et qui était mon cœur de métier par le passé. Euh, donc c'était une chose pour assurer un avenir personnel, professionnel et pour ma famille, assurer une sécurité, c'était important pour moi d'accepter ce défi. Et dans un second temps, bien sûr, revenir à Roubaix, parler de premier amour, mais c'était d'apporter toute mon expérience, tout ce que j'ai pu engendrer à Paris, tout ce que j'ai pu apprendre, surtout au Sporting Club de Paris. Essayer pas de recalquer, mais au moins d'apporter ses idées pour faire évoluer, de remettre Roubaix surtout au centre de la carte du futsal. C'était un petit peu l'idée principale avec le maire de Roubaix qu'on avait mis sur la table. D'accord. Bon, et du coup, bah, le projet a duré 2 ans, enfin, en tout cas pour toi. Et puis voilà, il y a eu quoi? Le projet ne t'a pas plu, il y a eu une cassure. Qu'est-ce qui s'est passé pour que parce que ton objectif, c'était, entre guillemets, de finir ta carrière là-bas, non? Enfin, J'ai envie de dire oui, oui, oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que oui, moi, l'objectif, c'est vraiment d'apporter tout ce que je pouvais apporter à Roubaix. Et pourquoi pas, bien sûr, c'est une chose qui était possible de pouvoir finir. Mais avec le Sporting Paris, quand on s'est quitté, qui était un gros déchirement, en tout cas pour moi et je pense pour eux aussi, on s'est toujours dit qu'il n'y avait qu'une page qui se tournait. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on retravaillerait ensemble. Peut-être pas en tant que gardien de but, même si j'y suis revenu en tant que gardien de but, mais peut-être différemment. Mais non, ce qui s'est passé, c'est très simple. On n'était plus en adéquation avec le club sur les idées ou sur l'avancée du club. Le club était, les dirigeants avaient pris une certaine direction qui, en tout cas, moi, me plaisait pas et qui ne plaisait pas au coach actuellement de Garth Gibson, Nordin Benamrouche. Sachant qu'il y a des personnes qui sont importantes dans un club. C'est comme une équipe, tu ne travailles pas tout seul. hmm. Tu dois avancer avec des personnes, sinon l'équipe, elle ne peut pas avancer. Tout seul, tu ne peux pas faire gagner un match. On a vu Neymar avec le PSG. Il ne peut pas faire gagner une équipe tout seul ou Benzema avec le Real de Madrid. Ce que je veux dire par là, c'est que on avait un projet de développement, d'amener le club très très haut. Le départ de Nordin m'a mis vraiment un gros coup dans la tête. Et pour moi, c'était plus concevable. Quand il y a un manque de confiance de la part des dirigeants, de leur part, vis-à-vis de moi ou vis-à-vis du coach, hein, c'est qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas continuer à travailler ensemble, c'est pas possible. Hmm. Parce que je fonctionne beaucoup à la confiance. S'il n'y a pas de confiance, je ne travaille pas, je ne m'engagerai pas sur un projet. Et voilà, j'ai pris cette décision de quitter Roubaix
dans les derniers jours du mercato d'ailleurs. Mais c'était quelque chose qui a été pris comme un coup de tonnerre, comme peut-être pour le club, comme l'avait dit l'un des dirigeants, pas comme une trahison d'avoir quitté le navire. Mais c'était une chose qui était tout à fait logique quand on connaît ce qui s'est passé et l'histoire de Roubaix. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que c'est pas, aujourd'hui c'est derrière et ça ne m'impacte pas plus que ça. Pour moi, c'était un choix logique qui s'imposait de partir quand il n'y a plus de confiance. Je ne peux pas travailler avec des gens avec qui on ne peut pas avancer ensemble. Ok, très bien, c'est clair. Bon, tu le vois, il y a une année à Garges, le retour au Sporting. Je reviens un petit peu juste sur ce que tu disais, parce que c'est des choses que j'avais notées. Voilà, tu le rappelles, mais toi, tu continues de travailler à côté. J'ai l'impression que c'est aussi une fierté pour toi de dire, voilà, j'ai toujours travaillé. Certes, le futsal m'apporte des choses qui sont bénéfiques, mais voilà, le travail, ça reste une valeur importante. Enfin, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Je sais pas si je me trompe, mais... Non, mais tu fais bien de le placer. Il y a deux choses. La première, c'est le message que je passe toujours aux petits jeunes d'aujourd'hui. Futsal n'est toujours pas professionnel. Et il faut assurer un avenir. Travailler, ça veut dire que tu es indépendant, que tu dépends de toi-même. Et ça, c'est une chose qui est hyper importante. Je prends le cas de pas mal de joueurs, notamment, je vais prendre citer Landry Ngala qui était au KB, qui a connu ces moments très difficiles. Quand tu ne travailles pas à côté, que tu n'as pas de ressources et que tu vis que du futsal, et qu'aujourd'hui nos clubs ne sont pas professionnalisés, et que des couacs pour les clubs, ça peut arriver, des soucis financiers et autres. Hmm. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as un engagement, tu as une famille, tu as des enfants. Comment tu fais pour subvenir aux besoins de ta famille? Comment tu fais pour évoluer? Aujourd'hui, le futsal ne te permet pas tout ça. Mais à côté de cela, bien sûr que c'est une fierté de travailler. Surtout de ce que je fais. En fait, j'ai trouvé ma passion dans mon travail comme je l'ai trouvé dans le futsal. Et je suis content de faire ce que je fais aujourd'hui. Ok, top. Et justement, je me demandais, ça ressemble à quoi un peu une semaine dans la peau de Jamel? Comment ça s'organise un petit peu au quotidien? Ah, c'est le brouillard. Une semaine avec Haroun. Bah, quand j'étais à Roubaix, ça allait encore quand j'étais à Roubaix FS. Je travaillais normalement, j'ai envie de dire. Après, on a la chance d'avoir, en tant qu'international français, on a un statut sportif de haut niveau, donc on a des aménagements d'horaire. Mais à Roubaix, ça allait parce que je travaillais en journée normalement, je m'entraînais le soir. En signant à Paris, notamment, j'avais signé à Garges et au Sporting Paris. Bah, c'est tout autre, il faut se réorganiser totalement. Et j'ai envie de dire que son temps de haut niveau, on le prend totalement. Hmm. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'osmose avec votre employeur, franchement, faire ce que je fais, c'est quasi du impossible. Surtout la période de Covid qui nous a fait très mal et les diminutions de TGV, ça m'a amené à beaucoup de télétravail. Au début, je faisais beaucoup d'allers-retours, j'ai envie de dire, sur la même journée. Je partais à 10h, à TGV à 10h, je rentrais à 16h à Roubaix, je bossais de 16h30 jusqu'à 19h30. Et après, j'avais des grosses journées comme le vendredi où je bossais toute la journée en présentiel dans mon taf. Et tout le reste de la semaine, je faisais, comment dire ça, je faisais du 16h, 19h30, on va dire, à mon retour. Mais aujourd'hui, en fait, avec le Covid et le télétravail, je suis quasiment 3 jours, 4 jours à Paris. Et le reste du temps, les 3 autres jours, je suis à Roubaix. Donc, j'ai un employeur qui est assez souple, j'ai un travail qui me permet de faire du télétravail et de pouvoir travailler avec les associations à distance. Après, voilà, il faut trouver le bon équilibre. C'est pas facile tous les jours parce qu'à côté de ça, il y a une famille, quoi. Hmm. Une famille et il faut composer avec tout le monde. Ouais, très bien. Du coup, juste pour clore le sujet à Roubaix, parce que tu travailles à Roubaix, hein, du coup, c'est ce que C'est tu ça. disais. Voilà. Pour clore ce sujet, parce qu'il y avait une question aussi, je vais l'intégrer un petit peu au fil de discussion. Alors, il y avait même deux personnes, c'est Farid et Mohamed, qui te demandaient, pardon, justement, qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle du futsal dans la ville de Roubaix. Et moi, j'imagine que je me dis, ça doit te faire un peu mal au cœur, quoi, de les voir, parce que maintenant, ils sont en régional, hein. Non, non, ils sont en D2, hein. Ah, ils sont en D2, pardon. Ils sont en D2, ils sont en Ok. D2. Ils sont en D2. Le futsal à Roubaix, il est ce qu'il est. Malheureusement, c'est bis repetita avec les clubs, hein. On accompagne, la ville a accompagné, a construit, que ce soit Roubaix Futsal, que ce soit Roubaix FS. Et malheureusement, on retombe encore sur les mêmes travers et qu'on recommence sur le travail à zéro. C'est c'est malheureux, mais c'est pas dire le sport à Roubaix dans sa globalité qui est comme ça, mais c'est le futsal et le football à Roubaix qui est comme ça, qui est difficile à faire évoluer. Je pense qu'il faut que les mentalités changent, il faut que les gens comprennent que à un moment donné, quand on veut jouer en D1, quand on veut jouer au haut niveau,
bah, il faut du professionnalisme à tous les étages. Mm. Et ce n'est pas pour faire offense ou manque de respect aux bénévoles ou à tous ceux qui s'engagent dans les clubs. Mais même dans les clubs professionnels de football, on a le monde amateur et on a le professionnel. Et je le répète encore une fois, il faut des compétences à tous les étages. C'est hyper important. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de compétences à Roubaix. Au contraire, il y a de la compétence. Mais il faut les mettre au bon endroit. Il faut prendre des bonnes personnes. Parfois, il faut savoir laisser sa place. Parfois, il faut savoir se dire, je ne peux pas apporter ça, mais je veux que mon club y grandisse. Ben, je suis prêt à laisser ma place pour que mon club y grandisse. Et il faut que j'aille chercher où je vais me former. Les gens ont le droit de se former. C'est pas interdit de se former. C'est pas interdit. Sauf que le futsal va tellement vite aujourd'hui, va tellement vite, et Roubaix a pris tellement de retard qu'on voulait que ça avance plus vite. Ça avance peut-être un petit peu plus vite, et ça a peut-être avancé trop vite pour des dirigeants, pour certains dirigeants. Et je pense que la cassure, elle est là. La cassure, elle est là. On n'est pas prêt au professionnalisme à Roubaix. Et donc, toi, tu penses que c'est lié à quoi? C'est lié au fait que, voilà, comme tu dis, il y a des gens qui étaient peut-être là, enfin, au début ou à la création, ont du mal aussi à se remettre en question, à lâcher aussi un petit peu leur bébé. Enfin, c'est... C'est normal, c'est normal. Ils ont fait un travail exceptionnel, ces gens-là. Ils ont été dans l'adversité pendant un moment donné. Quand Roubaix Futsal était en haut de l'affiche, ces gens-là étaient dans l'adversité. Donc, à un moment donné, moi, je peux les comprendre de vouloir, comment on dit, s'accrocher, de vouloir se dire, ben non, on est là, on veut faire partie aussi de ça. Mais après, il y a des discours qui sont différents. Parfois, on veut faire partie, parfois, on veut laisser la place. Mais il n'y a pas de place pour des demi-mesures. Il n'y a pas de place pour se dire, je pense que. Non, il faut avancer. Et aujourd'hui, il faut faire confiance. Je pense que ce qu'il a manqué, c'est de la confiance. Il y a trop de paranoïa à Roubaix. On est trop paranoïaque. La preuve en est, c'est qu'on a pensé que des mecs comme Jamel ou des mecs comme Nordin Benamrouche voulaient prendre un club ou voulaient prendre le futsal à Roubaix. Non, pas de problème. Les gars, on est prêts à partir. Si ça ne va pas, on part. Mais ce n'est pas un problème. Il y a partout ailleurs. Le futsal ne s'arrête pas à Roubaix. Il y a la France entière. C'est malheureux parce qu'on aurait aimé faire ça à Roubaix. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas grave. On va rebondir ailleurs. Nordin a rebondi à Garges. Moi, j'ai rebondi à Garges et ensuite au Sporting Paris. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un souci. Malheureusement, voilà, c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. On n'est pas là. Je pense que les gens qui viennent s'investir, ils ne sont pas là pour s'accaparer les choses. On est là pour faire grandir les choses ensemble. Peut-être parfois, on va être maladroit et on s'en excuse. C'est possible qu'on ait été maladroit, mais je ne pense pas. Je pense qu'on a essayé d'aller peut-être un petit peu plus vite, mais d'amener des choses, d'amener du professionnalisme assez vite, assez bien, et essayer de cadrer. Et surtout, on avait surtout l'appui d'une commune de la ville de Roubaix qui était très très fort pour pouvoir avancer. Et on l'a vu avec l'infrastructure. Vous avez vu la nouvelle salle qui a été faite. Bon, Steven, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est dommage, encore une fois, à Roubaix, tu sais, on a eu ça pour le basket, on a eu ça avec le basket, le badminton et le futsal aussi, et même le football. Dès qu'on a refait un nouveau complexe pour faire évoluer les clubs dans le haut niveau, les clubs se sont cassés la figure. Je ne sais pas si c'est une malédiction, mais bon, j'espère que ça changera par la suite et que le futsal à Roubaix reverra de beaux jours. Bon, on espère en tout cas. Et donc pour finir un peu sur ton parcours, donc voilà, là on est dans le présent, le Sporting, ça a été quand même une saison particulière pour pas mal de monde. Comment toi tu l'as vécu déjà sportivement, parce que ça n'a pas été facile, même si encore une fois, hein, voilà, la Division 1 a pu jouer, ce qui n'a pas été le cas des autres compétitions, mais voilà, au quotidien, comment on gère ça dans un groupe, les annulations, les reports, le Covid, j'imagine que c'était pas une année facile. Franchement, une année très difficile. Et je ne vais pas me plaindre parce qu'on est des privilégiés, comme tu l'as dit, Steven, on joue. Et je pense qu'on n'a pas le droit de se plaindre vis-à-vis du futsal français dans sa globalité. Tous les clubs, et franchement, un gros big up à tous les clubs de futsal qui ont fait des efforts en s'entraînant à l'extérieur. Ouais, c'est clair. Je ne peux pas citer tout le monde, mais pour le cas du Sporting Paris, mais je vais prendre le cas de Kron Futsal, de Diamant ou autres, et tous ces clubs-là. Et je cite Kron Futsal parce que je les vois souvent sur les réseaux, sur Insta. Ils font quelque chose d'exceptionnel. Sur n'importe quel revêtement, ces gens-là, ils essaient de mettre en place des choses pour leurs gamins. Et on n'a pas le droit de se plaindre pour eux. On n'a pas le droit de se plaindre. Après, j'ai envie de dire, sportivement, c'est très difficile. Un championnat qui a été un petit peu à deux vitesses. Tu joues parfois 2 matchs dans le mois, voire un match dans le mois. C'est vrai que l'équipe de France a pris beaucoup de temps aussi. Se préparer, c'est difficile. Les tests, tu vas jouer ou tu ne vas pas jouer. Est-ce qu'il y aura un positif ou pas un positif? Franchement, ça a amené des pics de stress durant toute la saison. Tu as des préparations un petit peu tronquées, que ce soit en début de saison ou des préparations de match aussi, elles sont tronquées. Tu le vois, attention, tu as eu beaucoup de blessures cette année aussi, chez beaucoup de joueurs.
Tu as eu beaucoup de méformes, beaucoup d'irrégularités chez les joueurs cette année. Et je pense que c'est dû à tous ces éléments. Tous ces éléments. Et toi, comment tu juges un peu les résultats de ton club, le Sporting cette année, et puis peut-être aussi à titre personnel, en tout cas sur le championnat. Voilà, c'est une année un peu tellement étrange qu'on va dire le classement importe peu ou quand même, voilà, enfin. On a l'image de cette année, on est venu avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de, comment dire ça, d'espoir, pas d'espoir, mais de volonté. On avait des objectifs assez élevés en début de saison, à condition que les planètes elles s'alignent et qu'il n'y ait pas de blessés, et que la rotation des mutés, parce qu'on avait quand même 8 mutés dans cette équipe, avec une équipe qui a été décimée l'année dernière volontairement par le club, pour reconstruire et essayer d'avoir une équipe sur le court moyen terme très compétitif par la suite. Donc c'est des choix, hein, c'est des paris que le club, que le coach a fait. Malheureusement, ça n'a pas donné ce qu'on attendait. Hein. En début de saison, on était encore dans le coup jusqu'au mois de décembre, malgré une ou deux défaites qui nous avaient un petit peu éloignés de la première place. Mais après, derrière, je pense que voilà, le tournant, il est au mois de décembre où on se loupe je pense que c'était contre Toulouse, lors de la dernière journée, qui nous permet de pouvoir rester au contact des deux premiers. On se loupe là et là, c'était la défaite de trop pour pouvoir aller chercher une possibilité d'être dans les deux premiers, voire la première place. Donc après, j'ai envie de dire, derrière, on n'a pas été épargné. Franchement, on a l'image de cette saison avec le Covid, pas épargné par les blessures, pas épargné par les méformes, pas épargné par l'irrégularité des joueurs, parce qu'on n'a pas été tous, et moi le premier, réguliers cette année. Et on est à une place qui ne nous convient pas, mais malheureusement, c'est le sport. J'ai envie de dire, si c'était une succession de chiffres ou une addition de chiffres, si c'était comme les maths, je dirais que c'est pas normal. Mais c'est le sport. Aujourd'hui, tu peux gagner, demain, tu peux perdre. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout le championnat a évolué, toutes les équipes ont évolué. Il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de score fleuve, à part en début de saison pour Access qui mettait des scores fleuves à beaucoup d'équipes. Mais aujourd'hui, on ne le voit plus en deuxième partie. Tous les clubs sont armés et tu n'as pas d'équipes qui sont en dessous des autres, quoi. Ouais. Et comment justement toi tu juges un petit peu le petit duel à distance là entre Mouveau et Access et allez, un petit pronostic, il reste 3 journées. Je sais que tu as pas mal d'amis dans chaque club, mais qui tu vois toi remporter ce championnat là cette année? Franchement, c'est hyper indécis. Même si, comme tu dis, j'ai des amis des deux côtés, que le meilleur, que celui qui mérite soit champion. Ça, c'est la seule chose que je peux dire. Après, c'est pas fini. Les gens pensent que c'est terminé pour Mouveau, qu'ils ont laissé passer leur chance face à Access. Mais bon, c'est pas fini. Access n'a pas encore gagné contre Garges parce que ça serait faire offense à Garges. Je pense qu'il est encore Garges. Il y a encore, que je dis pas de bêtises, Toulouse, non Oui, Toulon. Toulon, autant pour moi. Je l'ai pas de tête, mais normalement c'est ça. Voilà, c'est Toulon. Toulon. Ouais, Allez jouer à c'est Toulon. ça. Je peux vous dire que c'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer. Jouer Garges, c'est très difficile à Garges. Et puis dans le même temps, Mouveau joue à Casa aussi, donc c'est vrai que c'est indécis jusqu'au bout, je pense. Voilà, jusqu'au bout, c'est indécis. Mais voilà, je pense qu'il faut pas enterrer, le bébé tout de suite. Il faut patienter. Il reste 3 journées. Il faut laisser les matchs se jouer. On sait qu'il y a des retournements de situation, tout est possible. Ok. Bon, pour finir un peu, bon voilà, c'est une question souvent qui revient un petit peu. J'avais eu l'occasion d'en parler avec Philippe Lafrique sur la dernière émission. J'imagine aussi que c'est un petit peu compliqué quand on est un peu largué au classement, qu'on joue plus rien. Cette année, il n'y a pas de play-off. Est-ce que aussi c'est vrai que ça vous manque quand même en tant que joueur parce que... Bien sûr. En dehors que le coach, le club te met des objectifs, parce que je pense que tous les clubs ont des objectifs quand même malgré tout, même s'il n'y a pas de play-off, mais c'est pas la même saveur. S'il y a des playoffs, déjà de 1, tu joues plus. C'est pas que tu joues pas de la même manière, tu dois jouer de la même manière logiquement. Mais tu as encore plus le mordant, tu as encore plus la pression, tu as encore plus dans le coup. Aujourd'hui, une fois que tu es maintenu en D1, en tout cas pour certains clubs, et on a pu le voir, c'est du roue libre. Et c'est dommage. C'est dommage. Même si c'est resté serré pendant très très longtemps, le championnat. Hein. C'est resté serré. Je pense qu'aujourd'hui, les clubs, ils jouent les places d'honneur. Mais ça n'a pas la même saveur s'il y avait les playoffs.
Ouais, bon, on espère que ça pourra revenir. Bon, on va ouvrir un autre gros chapitre, c'est évidemment l'équipe de France, parce que ça fait partie de ta vie, quasiment 15 ans d'ancienneté, 151 sélections. Est-ce que lors de ta première sélection, le jeune gamin à l'époque, hein, sans être péjoratif de Roubaix, est-ce que tu te serais dit, voilà, je vais représenter autant de fois ce maillot, ce pays, et voilà, comment tu vois un peu entre tes débuts et maintenant, quoi? Mon sentiment, ça a été après ma première sélection. C'était contre le Japon, on fait 6-6. Je prends un but à 4 secondes de la fin. Même si les dires de mon coach à l'époque, l'entraîneur adjoint, qui me dit: tu as fait un super match. Euh, dans ma tête, c'était à la fin, quand tu serres la main à tout le monde, j'espère que j'y serai à la prochaine. Hmm. Tu vois, tu te dis, c'est peut-être ta dernière. Et quand tu es sélectionné derrière, tu es comme un gamin, tu es heureux. Et en fait, ça a été ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, quand tu y prends goût, tu n'as plus envie de lâcher. Tu es là, tu te donnes, tu t'essayes d'être le meilleur, et ça te donne même des objectifs en club. Hmm. En club, pour moi, ça a été l'équipe de France, ça a été mon fil rouge dans mes clubs toute ma carrière. Pour moi, c'est le plus haut, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus. Il y a beaucoup de fierté, d'honneur de porter le maillot français. Et tu te dis, il faut que tu sois performant. Et pour y aller, il faut que tu donnes tout. Et voilà, ça a été un leitmotiv. Et aujourd'hui, quand je vois la carrière, c'est vrai que ces 2-3 dernières années, quand j'y repense à chaque fois, je me dis que de chemin parcouru et avoir tenu autant de temps, C'est beau, ouais, c'est ça fait clair. plaisir. Et alors, il y avait une question de Théo sur Twitter, justement, il demandait on en a un peu parlé sur ce que tu disais par rapport au début du championnat, mais c'est quoi aussi les choses qui ont évolué sur le côté professionnalisation de la discipline aussi en équipe de France? Parce que j'imagine que entre ta première sélection au Japon et là, les éliminatoires, c'était pas pareil. Il y a aussi un gros travail de la Fédé à ce niveau-là. Oui, c'était énorme, énorme, énorme. Dans un premier temps, un staff plus élargi. Déjà, on a un staff qui est largement plus élargi. Avant, il y avait deux coachs. Il y avait un coach principal, un coach adjoint. Il n'y avait pas d'entraîneur des gardiens. Euh, le staff, il était limité avec un médecin, un kiné, un entraîneur adjoint, un entraîneur principal et chef de délégation. Tu avais 5 personnes. Et aujourd'hui, tu as un staff qui est composé avec un analyse vidéo, deux kinés, un médecin, un entraîneur des gardiens de but, un chef de délégation, un attendant, c'est un responsable communication. Ça n'a plus la même gueule. Tu as quasiment 10, 11 personnes, 12 personnes dans le staff qui t'accompagnent. Donc c'est totalement différent, déjà dans un premier temps. Ensuite, à l'époque, tu te réunissais le lundi. T'imagines que même quand tu devais voyager, je me rappelle d'un voyage, c'était en Géorgie, tu te réunis le lundi matin à l'aéroport, tu prends l'avion, tu arrives en Géorgie, tu joues le lendemain le mardi, tu joues le mercredi soir, et tu reprends l'avion le jeudi matin à 5 h du matin pour rentrer chez toi. Ouais. Tu vois, ensuite, ça évolue. Aujourd'hui, tu te réunis 2-3 jours avant, tu te prépares à Clairefontaine, tu as un check-up médical, on te remet d'aplomb s'il le faut, ou de toute façon, au pire des cas, tu as fait un suivi médical juste avant, donc avant de venir. Les conditions sont différentes. Cette année, avec la période Covid, ils ont même mis les petits plats dans les grands avec des avions en privé pour éviter ces problématiques de contamination et autres. Et non, c'est une superbe évolution. J'ai envie de dire qu'on est même au max de ce qu'on peut faire au niveau structurel pour l'équipe de France de futsal. Ouais, top. Et justement, toi aussi, voilà, on le disait, mais tu as évolué aussi avec cette équipe de France. De toute façon, parce que l'équipe de France a été un fil rouge toute ta vie, tu as évolué en tant qu'homme, en tant que joueur. Comment tu as senti cette évolution du petit jeune qui arrive à maintenant voilà, le doyen, le joueur d'expérience? J'imagine que c'est pas pareil dans les causeries, c'est pas pareil dans les entraînements. Il y a des choses qui ont dû aussi changer au fil des années. Ouais, non, beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont changé. Mais une chose qui n'a pas changé, c'est la détermination. L'envie de tout donner pour les autres. Je l'ai toujours eu. Depuis ma première arrivée jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été tout donné. C'était une chose que j'ai essayé de véhiculer même aux autres. Et, et ça, c'est un fil qui m'a tenu toute ma carrière. Et en équipe de France, euh, on a eu pourtant des générations, peut-être pas pour dire plus douées, mais des joueurs encore très très forts pendant les années 2010, 2011, 2012, 2013. Mais on a toujours eu des difficultés à pouvoir passer ce palier parce que je pense que la détermination, elle n'était pas commune. C'est ce qui nous avait manqué et on n'a pas réussi à trouver
cette passion commune pour pouvoir avancer ensemble. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, ce qui fait la diff dans cette équipe de France, c'est l'évolution du joueur. Ce qui me fait peur personnellement aujourd'hui, moi, c'est l'arrivée du professionnalisme et tous ces réseaux sociaux. La gestion de toutes ces choses-là pour les jeunes joueurs. Ça impacte déjà beaucoup de monde. On sent déjà un petit peu que le futsal, aujourd'hui, il est regardé par beaucoup, beaucoup de personnes. Et qu'on sent dans les comportements et dans les attitudes que certains ont changé, que certains ont du mal à gérer ça. C'est pas facile, ça s'apprend. Et aujourd'hui, on est tellement entre l'amateurisme et le professionnalisme, en fait, on est dans un trou noir et qui est difficile à gérer pour tous. Il sera plus facile quand on aura tous basculé dans le professionnalisme. Parce que ça sera cadré, carré, avec des vrais contrats pour les joueurs, des personnes pour accompagner les joueurs aussi dans les clubs et en sélection. Et tu vois, ça, c'est un élément. Je vais dévier un petit peu de la question de départ. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et ça, c'est un élément qui va. Aujourd'hui, on stagne parce qu'il y a cet élément-là qui joue beaucoup, qui joue énormément. Et je pense que quand on passera ce palier-là, l'équipe de France passera encore un palier. Le palier du professionnalisme pur et dur, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. Il est hyper important. On a peut-être des conditions professionnelles, mais on est encore loin du professionnalisme, nous, en tant que joueurs. Ouais. Et les étrangers peuvent en témoigner dans les clubs aujourd'hui. Enfin, les joueurs français peuvent en témoigner avec les étrangers, que ce soit les coachs ou les joueurs qui viennent. Bon, il y a un réel cadre. Ces mecs-là, ils sont très professionnels. Ouais. Très, très professionnels. Et on comprend que c'est vraiment un métier, un travail, que le corps est un outil de travail pour eux. Et justement, pour rebondir, parce que je trouve que c'est un sujet intéressant, évidemment, tu le disais, vous êtes de plus en plus aussi suivi, apprécié, soutenu sur ces fameux réseaux sociaux. Et on sent aussi peut-être une plus grande attente de ces fans de futsal qui, voilà, du coup, est-ce que vous aussi, ça vous met une certaine pression? Il y a peut-être des critiques, enfin, j'imagine qu'à ton époque, ça n'existait pas. Pour toi, quand tu es en équipe de France, tu es le meilleur. Et c'est normal, le coach t'a sélectionné. Alors, c'est pas que dans le futsal, hein, malheureusement, les réseaux sociaux, c'est dans un peu tous les domaines de vie. Mais est-ce que vous, en tant que joueur aussi, voilà, vous avez. Comment toi, tu le vis un peu ce rapport avec les réseaux sociaux quand malheureusement vous ne qualifiez pas, il peut y avoir des critiques. Ça te paraît quoi, injuste parce que les gens ne se rendent pas compte du travail? Comment tu vois ça, toi? Non, la critique. Quand tu acceptes d'être en sélection, quand tu acceptes de jouer au niveau, la compétition et autres, tu acceptes la critique. C'est logique. Quand il n'y a pas le résultat escompté, c'est comme au travail. Il y aura de la critique. Après, il faut qu'elle soit constructive, cette critique. Mais comme partout, tu sais, si on écoute les réseaux sociaux, c'est comme avec l'équipe de France, avec Deschamps. Tu as 65 millions de sélectionneurs, tu as 65 millions de joueurs, tu as 65 millions de gardiens de but, de buteurs. Tout le monde se dit, moi j'ai ma place, moi j'ai ma place, moi j'ai ma place. Et oui, ouais, vous avez tous votre place. Il n'y a pas de problème, c'est logique. Pas de problème. C'est celui-là qui n'accepte pas, il doit laisser sa place en équipe de France. Ça fait partie du métier. Il y a des critiques qui sont constructives, il y a des critiques qui sont footix. Faut laisser. Ce qu'il faut, la meilleure réponse qu'il faut apporter, si tu as toujours envie, c'est te donner. C'est de montrer que tu es encore là, que cette critique, elle n'est pas constructive, que le sport, c'est pas encore une fois, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, d'accord ? Que la contre-performance, c'est une chose qui peut arriver. Et ça arrive à tous les champions. Et ça arrive à tous les joueurs. Et ça arrive à tous les grands joueurs ou tous les grands gardiens ou qui on veut. Et ça, cette notion-là, il faut la prendre en considération. Je pense que le monde du futsal la prend en considération. On attend beaucoup de cette équipe de France. Oui, c'est une réalité. On a tellement mis de choses en avant. On a tellement donné depuis ces 4-5 dernières années. On a tellement fait rêver que tout le monde attendait cette qualification, que tout le monde attend beaucoup plus. Et que ça fait mal de ne pas être qualifié. Nous, les premiers, on est très touchés, attristés de cette non-qualification. Mais c'est la dure réalité du terrain. Aujourd'hui, on n'est pas passé parce qu'il y avait deux équipes, pour moi en tout cas, aujourd'hui sur le constat, meilleures que nous sur ces qualifs. Elles ont été meilleures que nous, que ce soit la Russie, que ce soit la Géorgie. On a été trop irréguliers, on n'a pas été peut-être au niveau, ou peut-être qu'ils ont été au-dessus de nous, c'est tout. C'est pas la ligne. C'est de se dire comment tu rebondis après ça, qu'est-ce qu'il faut garder quand même de bon, qu'est-ce que tu dois changer, et faire ton autocritique. Je prends en tant que joueur, pas parler en tant que sélectionneur, ou je peux parler autrement, je parle en tant que joueur, parce que je suis joueur. Moi, je vais faire mon autocritique. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et comment je peux faire si j'ai toujours envie, si j'ai encore envie de continuer, si j'ai encore envie de pouvoir me dire, je peux encore apporter quelque chose, comment je vais changer les choses. C'est tout. Il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 107 ans.
Après, la critique, elle est là, elle est là. Et demain, si tu gagnes, bah, tu seras le plus fort, tu seras le plus beau. Et c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ouais, c'est Zidane clair. en 98, qui est président de la République, en 2006, si on aurait pu le mettre à Alcatraz, on l'aurait mis à Alcatraz. Mais bon, Ah, c'est ouais, ça c'est vrai que c'est le sport, ouais. c'est comme ça. La joie des réseaux sociaux, c'est vrai que parfois c'est assez insupportable, mais bon. Bon, Euh, c'est rien. ouais, c'est pas très grave. Non, justement, ben, la question que j'avais posée après, tu as fait un petit peu la transition. Évidemment, cette qualification, enfin cette non-qualification, pardon, ça a été une grosse déception. Et justement, vous avez fait votre autocritique. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de France durant ces éliminatoires? Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu le petit coup de rein supplémentaire pour aller la chercher cette qualif? Franchement, c'est. Il y a des moments, c'est pas explicable. Parce que tu te dis, tu as un groupe, tu as de la qualité, tu as de quoi faire, mais tu te dis que tu vas le faire, mais il y a tellement eu de paramètres en jeu, tellement de paramètres en considération qui fait que ça a faussé la donne du sportif. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse à trouver, il y a un constat à faire. Sportivement, on a été irrégulier. C'est le cas de le dire. Dans tous les matchs, on n'a jamais fait de match complet, plein, sans absence. Et c'est ce qui nous a coûté notre qualif cette année. On n'a pas fait un match plein sans absence. Ça n'a pas existé. On a toujours eu des absences dans chaque match qui nous ont coûté cher, auxquelles on n'a pas réussi à faire le dos rond ou autre. L'équipe, elle a grandi. L'équipe, elle est plus mature qu'avant. Quand je dis elle est plus mature, tu as plus de cadres qu'en 2017 ou en 2018, là où tu te qualifies, tu avais un noyau de cadres bien déterminé, tu avais beaucoup de jeunes avec beaucoup d'insouciance. Ce renouvellement-là, il n'a pas pu se faire. Pour deux choses. En tout cas, c'est mon avis personnel. La première, c'est que tu surfes sur une équipe qui, depuis 4-5 ans, même si on s'est fait éliminer en Coupe du Monde au tour élite, mais tu te fais éliminer dans une poule de la mort, avec 3 grosses nations qui font les phases finales depuis très longtemps, Serbie, Ukraine et Espagne, et tu sors avec les honneurs parce que tu ne te fais pas laminer non plus. Donc tu te dis, c'est encourageant pour l'Euro, en plus on passe à 16 équipes et qu'il y a des possibilités. Sauf que, si tu veux garder toujours ce mordant, ou si tu as envie toujours de dire cette concurrence ou je ne sais pas comment appeler ça, tu dois de pousser, de titiller, de renouveler. Sauf que la période Covid a fait très mal. Moins de matchs amicaux, quasiment aucun match amicaux, tout le temps annulé. Pas possibilité d'essayer des joueurs, pas possibilité de pouvoir faire tourner un turnover. Certains qui n'acceptent pas aussi de tourner. Je ne parle pas des joueurs, pas que des joueurs, mais d'autres qui n'acceptent pas certains rôles aussi. D'autres qui ne sont pas en sélection, qui n'ont pas accepté certains rôles, qui auraient pu être déterminants pour l'équipe. Après, ce n'est pas à moi de rentrer dans le détail. Je ne rentrerai pas dans le détail de ça. Chacun, j'ai envie de dire, chacun doit prendre ses responsabilités sur ça. Même les joueurs qui ont joué, même les joueurs qui étaient présents, tous les joueurs cadres, comme les jeunes, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que dans cette non-qualification, il y a des éléments qui sont explicables, mais malheureusement, la triste réalité, c'est qu'on n'a pas su réagir là au moment où il fallait pour pouvoir aller chercher. Et est-ce qu'on n'a pas pu réagir ou est-ce qu'on n'était pas en capacité de réagir? C'est la question qui se pose encore aujourd'hui, personnellement. Est-ce qu'on n'a pas été capable de pouvoir réagir? Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a qui ne se sont pas vus trop beaux? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on est sur 2 vitesses, on parlait d'Access, on a des joueurs qui sont managés, qui ont vécu une aventure Champions League exceptionnelle avec des joueurs de très très haut niveau. Est-ce que ces joueurs-là ont réussi peut-être aussi à se mettre au niveau de l'équipe de France? Tu ne joues pas avec les mêmes joueurs, tu ne joues pas avec le même talent tactique, technique, même si tu as beaucoup de qualité technique, mais tu ne joues pas avec le même truc, tu n'as pas le même mordant. Ça me fait penser un petit peu à nous à l'époque au Sporting Paris. On avait eu un petit peu cette transition en équipe de France qui était difficile, avec les Texera, les Cholet, moi-même, Amdoud et autres. Quand tu arrives en club où tu joues avec des top players et que tu arrives en sélection, et sans faire offense aux joueurs, mais ce n'est pas le même niveau, il faut te mettre au niveau. Je pense que ça, on l'a vécu un petit peu cette année. On l'a vécu un petit peu cette année, mais c'est inconsciemment de la part des joueurs. C'est pas explicable. Ça s'explique une fois que tu tombes. Tu te dis, peut-être que j'aurais dû mettre de l'eau dans mon vin, peut-être que j'aurais dû faire plus ça, peut-être que j'aurais dû faire plus ça. C'est sûr, parce que la remise en question, elle est obligatoire aujourd'hui pour tous les joueurs. Aujourd'hui, dans cette équipe, sur toutes ces qualifs, il n'y en a aucun. Et quand je dis aucun qui est sorti du lot. Aucun qui peut dire, moi, j'ai porté l'équipe. Du capitaine jusqu'au dernier remplaçant.
Il n'y a personne qui peut le dire. Personne. Parce qu'on n'a pas été au niveau, c'est tout. Quand je dis qu'on n'a pas été au niveau, on n'a pas été capable de se transcender et d'avoir ce supplément d'âme pour aller chercher cette qualif. Ce qui a fait la différence, ce coup de Djernak contre la Croatie à l'époque, en 2018, 2017-2018, c'est ce qui a fait la force. Planète alignée, tout le monde dans la même ligne, tout le monde l'eau dans son vin, et tout s'est bien goupillé. Ça a été bon pour nous, mais c'était une catastrophe pour la Croatie, qui s'est renouvelée d'ailleurs. Peut-être que pour nous, il fallait peut-être à un moment donné cette équipe qui a tout gagné, entre guillemets, qui a fait des choses exceptionnelles, qui a fait évoluer le futsal français dans sa globalité. Peut-être qu'il fallait peut-être se prendre un mur pour se dire c'est peut-être pas encore la bonne route, il nous manque des choses, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, que ce soit le futsal français en général, il y a des choses à faire évoluer. C'est peut-être le moment, et je pense que c'est le moment de se poser ces questions-là et de partir sur un renouveau peut-être, ou garder, parce que cette équipe, elle a de l'avenir, je vous le dis clairement. Je te le dis, Steven, elle a vraiment de l'avenir. Il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel. C'est comment faire évoluer ce potentiel pour qu'on puisse se dire par la suite, en faisant évoluer les clubs et toute la structuration du futsal français dans sa globalité, se dire comment on fait pour se qualifier comme les Slovènes à toutes les compétitions. C'est ça qu'il faut chercher aujourd'hui. C'est pas de se dire sur un coup, on va essayer de se qualifier sans. Il y a un petit souci, ça va revenir. Les virages pour que dans 2 ans, dans 3 ans, on soit à la Coupe du Monde, mais on soit au prochain Euro, on soit encore à la prochaine Coupe du Monde. C'est ça le plus important. C'est ça qu'il faut viser. C'est viser du long terme. Il faut sacrifier, on va sacrifier. Pas de problème. S'il faut sacrifier, il ne faut pas sacrifier bêtement. Il faut sacrifier pour construire. Parce que dans cette équipe, encore une fois, je le redis, et je pèse mes mots, ce n'est pas une question de qualité. Parce qu'elle est remplie de qualité, cette équipe, et pour moi, c'est les meilleurs qui étaient présents. Mais c'est comment tu arrives à transcender cette équipe, à transcender ces joueurs, à passer des messages pour qu'ils puissent passer un palier, mais structurellement bien ordonné. Aujourd'hui, on n'était peut-être pas assez ordonné, on a peut-être donné un peu trop les clés du camion, on a peut-être pris trop de responsabilités, on a peut-être on s'est peut-être vu trop bon, on s'est peut-être dit ça va venir, mais en fait, plus les minutes elles passaient, et plus tu te dis, en fait, tu n'arrives pas, c'est stérile. Et l'hypercute, tu le prends à la fin, au coup de sifflet final. C'est là que tu prends l'hypercute dans la gueule. Excuse-moi, je t'ai monopolisé C'est là. très bien, mais attends, c'est ce que les gens veulent aussi. Merci pour ta franchise, c'est super intéressant quand on est fan et qu'on n'est pas dans l'intérieur. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, c'est pas que le sportif, c'est qu'il y a énormément de choses, donc c'est hyper intéressant, merci. Mais justement, tu m'as fait aussi une transition. On a vu que la Pierre Jacquet a annoncé un stage de détection avec 23 joueurs et avec des très jeunes joueurs des années 2000, etc. Est-ce que justement, tu en as un petit peu parlé, mais comment tu vois l'avenir de cette équipe de France? Justement, tu l'as dit parfaitement, vous avez tout gagné, entre guillemets, vous avez fait rêver le futsal français, vous l'avez fait évoluer. Est-ce que c'est le moment d'un nouveau cycle ou est-ce que ça se fera naturellement? Comment tu vois un peu justement l'avenir là, parce qu'on parle de quoi? Des prochains matchs amicaux qui seront en septembre? Ouais, le stage de mai là, qui se passe pour les présélections, c'est un stage qui se fait tous les ans. Ouais. Et d'où on observe, où le sélectionneur observe les pépites et les fait venir. Ça récompense certains qui ont fait de très grosses saisons. Ça permet de voir aussi, dans un contexte équipe nationale, de stage, comment certains peuvent se comporter, est-ce qu'ils peuvent passer encore un palier ou non, est-ce qu'ils ont cette capacité de pouvoir atteindre le haut niveau ou atteindre le niveau international, parce que c'est deux choses qui sont totalement différentes. Le niveau international et le niveau national, c'est deux. On a connu beaucoup de très grands joueurs qui n'ont jamais réussi à passer ce palier. Ce que je veux dire par là, c'est que ce stage-là, oui, tout le monde, beaucoup de jeunes joueurs et autres et tout, mais il ne faut pas griller les étapes. Aujourd'hui, cette équipe de France qui a joué et qui est là depuis 4 ans, les joueurs qui composent l'équipe de France actuelle, ce sont les hommes forts de tous les clubs. Ce n'est pas des joueurs qui sont des joueurs de seconde zone ou de second couteau. Et ça, il faut que les jeunes... Je pense que le futsal, je pense que les experts le savent, mais il faut le comprendre. Il n'y a pas de se dire que c'est des chasses gardées ou quoi que ce soit ou autre. Celui qui se met ça en tête, désolé, mais c'est un footix. Je le dis clairement. Il y a peut-être des joueurs qui sont, entre guillemets, installés, mais c'est normal. Comme dans toutes les équipes de France, comme dans toutes les équipes nationales, tu as des joueurs, entre guillemets, qui sont installés. À eux, après, de se remettre en question, c'est une réalité.
D'accord? Et tu as le sélectionneur aussi qui fait ce taf-là, qui doit faire ce travail-là. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut préparer l'avenir. On a de jeunes joueurs en devenir. Je pense que dans 2-3 ans, on aura des joueurs qui seront aguerris pour l'équipe de France A. Mais aujourd'hui, la preuve en est, on a les U21 qui ont joué. Avec tous les talents qu'on a, des joueurs qui jouent en D1 aujourd'hui, qui jouent dans les clubs. Ben, il manque encore cette petite expérience encore. On le voit, ils ont joué dernièrement, ils ont fait leur stage, ils ont joué contre Béthune, ils ont joué contre Marcouville. On connaît les résultats, on sait ce qui s'est passé. Voilà. Et ben, peut-être qu'individuellement, c'est bon. Ben, collectivement, il y a encore un gros travail encore à faire. Et peut-être que ces joueurs, par touche, par parcimonie, ils vont pouvoir intégrer l'équipe de France A pour pouvoir évoluer auprès des meilleurs qui sont là actuellement et de grandir. Et ça peut faire que du bien aussi au groupe. D'élargir un groupe, de mettre de la concurrence. C'est ce qui se faisait par le passé. D'accord? C'est ce qui s'est moins fait à cause de la période Covid. Et c'est ce qui va se refaire en espérant que cette épidémie elle passe derrière nous. Mais je pense que l'avenir, il passera grâce au Pôle France et l'évolution des joueurs, grâce aux clubs qui vont se professionnaliser et qui permettent aux jeunes joueurs français de pouvoir évoluer, parce que ça aussi, c'est une problématique qu'on en discute beaucoup. Il faut que nos jeunes joueurs jouent. On a beaucoup d'étrangers aujourd'hui qui jouent dans le championnat. Et sur des postes clés, comme le pivot, comme meneur. Aujourd'hui, si on a Kevin Ramirez qui se blesse, ben les meneurs, tu n'en as pas autant que ça. Si tu as un pivot comme Abdessamad ou Samir Allah qui se blesse, ben, tu n'en as pas autant des pivots qui arrivent. Là, tu as des jeunes qui arrivent, qui sont en train de grandir. Je parle des Valentin Fuse, d'Arthur Tchapchet. C'est des mecs qui sont dans la bonne route, mais qui manquent encore peut-être 1 an, peut-être 2 ans, allez, 1 an pour pouvoir passer ce palier. Ben, s'il faut griller cette étape pour pouvoir les faire enquiller et qu'ils puissent gagner en expérience parce qu'on a une grosse année de préparation pour la Coupe du Monde, on n'a plus rien à jouer. Ben, au staff de prendre ses responsabilités, au staff de le faire. Mais surtout, il faut prendre les meilleurs au moment actuel, c'est tout simplement. Si aujourd'hui les hommes forts, ça a été un tel, tu prends ces hommes-là. Voilà, c'est point la ligne. Après, bien sûr que chaque coach a sa sensibilité, chaque coach joue avec l'équipe et les joueurs avec lesquels il pense que le résultat va se faire, parce qu'il prend en compte la forme du moment peut-être, mais il prend aussi en compte l'expérience, il prend aussi, le côté humain, parce que c'est des choses qui sont importantes. On ne fait pas du badminton, on ne fait pas du tennis de table, on fait un sport collectif. Et la vie en équipe, elle est hyper importante. Elle est hyper importante. Ce truc-là, il est déterminant. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Il y a des joueurs parfois qui ne sont pas compatibles. Des joueurs parfois qui n'ont pas cet esprit collectif. Et c'est plus nuisible pour un groupe que pour truc. Et pourtant, tu vas te passer de ces qualités. Ils sont indéniables. Mais c'est la vie. C'est des choix. Et tous les coachs me rejoindront sur ce sujet. Parce que dans chaque club, parfois, il y a des coachs qui mettent de côté certains joueurs, malgré leur grande qualité, pour le bénéfice du groupe. Ah bah de toute façon, pour faire le parallèle avec le foot à 11, et t'en parlais tout à l'heure, Didier Deschamps est un exemple. Cette notion de groupe, elle est hyper importante dans une réussite quand tu fais une compétition. Donc, mais bon, en tout cas, c'est intéressant. J'ai une dernière question sur le sujet équipe de France. Bon, c'est une question que je suis obligé de te poser. Hein. C'est quoi, toi, là, ton avenir dans cette équipe de France? Est-ce que tu vas rester sélectionnable? Est-ce que tu... Voilà, j'ai eu tellement de questions aussi à ce sujet. Voilà, c'est quelque chose que les gens ont envie de savoir. Est-ce qu'on va encore voir Jamel Haroun aller chercher, pourquoi pas, 200 sélections? Je te le souhaite. Ou est-ce que c'est le moment aussi peut-être de laisser la place? Voilà, je sais pas toi comment tu te sens à ce niveau-là. Tant que je joue, je suis sélectionnable. Tant que je joue, tant que je veux jouer, tant que j'ai cette envie, cette motivation, tant que j'ai la forme, je suis sélectionnable. Voilà, la seule réponse que je peux donner aujourd'hui sur Jamel Haroun. Elle est très bien, elle répondra, j'en suis sûr, à ces questions. Et ben écoute, avec plaisir. On a un petit peu, voilà, on a bien parlé. J'avais quand même quelques questions. Je vais essayer de pas trop traîner. Il y a pas mal de questions des gens qui suivent Planète Futsal, notamment sur le poste de gardien. Alors je vais en sélectionner voilà, quelques-unes. Rapidement, il y a Florian qui me demandait, c'est quoi un peu toi ton successeur? J'ai bien compris que pour l'instant t'es pas décidé à lâcher, en tout cas tant que tu joues. Mais qui tu vois peut-être dans les années à futur, ou peut-être voilà, des gardiens que tu as fréquentés en Division 1 qui te paraissent intéressants? Juste pour revenir, le poste, il n'est pas attitré. Hein. Le poste, il n'est pas à titre à moi. Il n'est pas marqué quand j'arrive sur le gymnase à Rhône, même s'il y en a qui le pensent. Hein, c'est possible. Hein. Je me donne les moyens d'y être, c'est tout simplement.
je me donne les moyens d'y être. Les gens, pour ceux qui me connaissent, ils me connaissent à l'entraînement, ils savent comment je suis, ils connaissent l'homme que je suis, dans un vestiaire, à l'entraînement, n'importe où, ce que je peux apporter. Donc ça, j'ai pas besoin de me justifier, mais les gens, il faut que ça rentre dans leur tête. Les choix, c'est un sélectionneur qui les fait, c'est un entraîneur des gardiens qui les fait, et c'est pas Jamel Haroun. Deuxième chose, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de numéro 1 en équipe de France. Joëvin Duro n'est pas un numéro 2. Joëvin Duro est un numéro 1 à part entière. Aujourd'hui, on fait des choix et on a pu le voir, que ce soit à la qualif à la Coupe du Monde. Haroun qui joue l'Espagne, Duro qui joue la Serbie, Ukraine a Jamel Haroun, Joëvin Duro. Et ça a donné ce que ça a donné. Mais il n'y a plus de numéro 1. Les matchs, c'est en fonction des entraînements, c'est en fonction de la forme du moment. Et celui qui jouera, c'est celui-là qui sera jugé par le staff le plus adéquat à la situation. C'est ça qu'il faut se dire déjà dans un premier temps, comment ça fonctionne. Dans un second temps, tu me parlais des gardiens potentiels. On a le jeune Moussa qui nous a rejoint. On a Francis Lococa qui a fait partie des 3 gardiens par le passé. On a Samir Tefaf, on a Marouf Kiroumi, on a, comment il s'appelle, Louis Marquet de Laval, on a Samir Aboudou d'Akaza, on a... je vais te citer tous les gardiens français si tu veux. Non, mais il y a du monde, c'est vrai qu'il y a du beau monde. Ouais. Je vais te citer tous les gardiens français, je peux tous les citer. C'est pas un problème parce que tout le monde est sélectionnable. Tout le monde peut jouer en équipe de France. Tout le monde peut prétendre jouer en équipe de France. Tout le monde a le droit de prétendre. Après, si tu me demandes qui potentiellement peut rejoindre cette équipe de France, ça se joue entre les sélectionnés actuels sur la présélection et tu peux en ajouter, pourquoi pas, Samir Aboudou d'Akaza. Tu peux ajouter même le deuxième gardien Fiche qui a tourné beaucoup avec lui à Casa et potentiellement pour le futur. Après, je le dis encore une fois, ce qu'on fait en championnat de France et ce qu'on fait au niveau international, c'est 2 choses totalement différentes. À eux de prouver, à eux de montrer qu'ils sont capables de pouvoir avoir cette place, comme je l'ai fait par le passé, comme Joëvin Duro l'a fait par le passé, comme d'autres gardiens l'ont fait par le passé. Il faut aller chercher cette place. Il faut aller chercher cette place en sélection. Et après, c'est pas juste aller la chercher, il faut y rester. Et pour y rester, il y a tout. Il y a le sportif, mais il y a aussi l'état d'esprit. Voilà. Il y a des choses, il y a des règles que beaucoup, et je ne parlerai pas pour certaines personnes, ils se reconnaîtront. Quand parfois tu es en sélection, mais que tu n'es plus appelé ou autre et tout, il faut arrêter de porter ça sur le sportif ou sur le copinage ou quoi que ce soit. Il faut arrêter. Il faut être clair. Quand tu n'es pas pris ou quand tu es pris, il y a des raisons. Parfois, c'est toi-même que tu ne le veux pas. Parfois, c'est des raisons qui sont extra-sportives. Et quand c'est comme ça, il faut être honnête avec les gens. Il ne faut pas vendre du rêve, il ne faut pas vendre du mensonge aux gens. Il faut dire la réalité, la vérité des choses. Quand tu n'es pas pris parce que c'est sportif, c'est sportif. Mais quand c'est extra-sportif, il faut le dire, il faut être honnête. C'est extra-sportif, point la ligne, stop, ça s'arrête là. Aujourd'hui, je le redis encore une fois, le futsal, c'est un sport collectif. D'accord ? Et un sport collectif, c'est ensemble. C'est pas juste sa personne, même si le poste de gardien de but, il est spécifique, même s'il est propre, on est dans notre bulle, on fait partie d'un groupe et d'une équipe. Et ça, c'est important. Ouais, le message est passé. Les qualités les plus importantes pour être un grand gardien de futsal, tu penses que c'est quoi, toi ? Qu'est-ce qu'il faut pour être au top ? La détermination, l'envie, pas avoir froid aux yeux, l'explosivité, l'anticipation, le jeu au pied aujourd'hui qui est hyper important. Je vais te donner un exemple. Hein. Je ne vais pas dire que je rêve de lui tous les soirs, hein. Mais Guita aujourd'hui est l'exemple à suivre. Hein. C'est un gardien qui est pas spécifique futsal. Quand on regarde bien, il sait jouer, il sait être spécifique quand il faut l'être. Il sait être atypique quand il faut être atypique. Il a un jeu au pied. Moi, il me fait penser un petit peu à il me fait penser. C'est un monstre, mais quand je vois Joëvin, ce que Joëvin fait aujourd'hui dans ses buts, on dit souvent c'est un gardien atypique, on vient du foot à 11 tous les deux, mais le plus avec son jeu au pied, aujourd'hui il a hyper bien évolué sur sa ligne, il fait partie aussi des meilleurs, il a super bien évolué sur le 1 contre 1, avancé très haut dans sa surface, il apporte cette touche supplémentaire au pied, son relance à la main elle est quasi aujourd'hui quasi très très bonne, pas loin de la perfection.
c'est ça, j'ai envie de dire, c'est ça, un gardien complet. Ok, très bien. Et justement, pour aller un peu dans le sens, il y avait deux questions qui se ressemblaient un petit peu, mais est-ce que, voilà, faudrait pas, alors, on m'a demandé, est-ce qu'il faudrait pas monter une formation spécifique gardien de but dès le plus jeune âge, mais évidemment gardien de but futsal, et est-ce que aussi on pourrait pas créer une formation diplômante justement pour les entraîneurs de gardiens? D'accord. Voilà, est-ce qu'un gardien a vraiment besoin d'un entraîneur spécifique ou pas? Alors, c'est un poste qui est manquant dans les clubs. Aujourd'hui, beaucoup de clubs commencent à comprendre qu'il faut tous les clubs de D1 qui ont fait l'effort de venir du foot à 11 ou de se convertir en entraîneur des gardiens de but pour pouvoir faire évoluer le poste. Merci à eux, merci infiniment. Et j'ai envie de dire, j'espère que la question qui t'a été posée sur est-ce qu'il y a des formations, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, c'est un amateur qui te la pose parce que oui, il y a des choses qui sont faites par la DTN, il y a des choses qui sont faites par Thomas Bartolini et Pierre Jacqui. Depuis 3 ans, on a des référents déjà dans les ligues, dans un premier temps. Là, depuis cette année, on a des entraîneurs gardiens de but de D1 Futsal qui se sont réunis à Clairefontaine pour Ouais, pouvoir co-construire un petit peu le futur d'une future formation entraîneur gardien de but futsal. Donc c'est en cours, c'est en train de se faire, la machine elle avance, elle tourne, ça prend le temps que ça doit prendre, parce que le plus important aujourd'hui c'est de tisser la toile d'araignée, d'avoir des relations, des contacts, c'est ce que fait un petit peu la DTN aujourd'hui, en créant des réseaux, en créant des passerelles entre les différents coachs. Et je pense que d'ici 1 an ou 2, on aura une formation gardien de but futsal spécifique en France. ok, cool. On va finir, Jamel, avec deux, trois questions, on va dire. Je sais pas comment dire ça, mais qui vont, je pense, te rappeler des bons souvenirs. Voilà, il y avait une question, c'est si tu devais résumer ta carrière en trois points forts, trois événements, c'est Idriss qui pose cette question. Voilà, je sais pas, tes trois, peut-être les moments où il y a eu des choses spécifiques, ça peut être un bon souvenir. Voilà, si tu devais résumer là, trois moments de Jamel Haroun, qu'est-ce que tu sélectionnerais? Première Coupe de France avec Roubaix Futsal, énorme. Perd 3-1 contre Issy Winino, 3-3, penalty. J'arrête le penalty qui fait gagner. Et après, derrière, c'est une clé pour une présélection en équipe de France. Donc ça, c'est le premier moment. Le deuxième, c'est le premier doublé avec le Sporting Paris. Et je soulignerai plus encore le côté humain, la connaissance d'hommes exceptionnels, tels que José Lopez, un grand, grand monsieur, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et le troisième moment, c'est la Croatie, qualif pour la championnat d'Europe. Le gong final, 5-4, qualif. Allez, road to Ljubljana, Slovénie. Tout droit, les gars. À cette époque-là, j'avais dit on avait bouclé la boucle. Parce que je pensais réellement que c'était. Je me dire que c'était peut-être. Allez, c'est bon, il faut arrêter sur l'Euro en 2018, c'est bien. Et on va laisser la main. Bon, 3 ans plus tard, on est encore là. Voilà. C'est le match qui a le plus marqué ta carrière, celui-là. C'est si tu devais en sélectionner un pour un peu aussi la symbolique, ça serait celui-là ou? Ah oui, 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 oui. En fait, c'est celui qui a. Pour ma carrière, c'est celui qui donne un aboutissement à ma carrière. Parce que tu fais une phase finale et je la partage et je la dédicace à tous ceux qui ont côtoyé l'équipe de France et qui n'ont pas eu cette chance de la vivre, Hmm. cette joie de jouer une phase finale de championnat d'Europe. Donc c'est pour eux aussi. La deuxième, c'est une fierté parce que ça a permis de donner un tremplin à tout le futsal français. Ça a permis de dire à la Fédération française de football que cette équipe de France de futsal, elle est importante, que cette discipline, elle est à part entière et que le futsal français a besoin de la fédération. Et c'est ce qui s'est passé. Et la troisième, elle est plutôt personnelle. C'est une fierté pour tous les sacrifices que j'ai pu faire, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel, mais surtout familial, où j'ai beaucoup délaissé, entre guillemets, pour cette passion. On m'a beaucoup accompagné, on m'a beaucoup laissé faire ce que je voulais faire. Et ça a été une belle récompense pour ma famille, et notamment mes parents. J'imagine, c'est top. Dernière question, et puis après on conclura. Il y a Murat qui demandait à quel moment on comprend qu'on veut consacrer sa vie au futsal quand on aime ce sport. Est-ce que, alors peut-être ça peut être un parallèle avec toi, est-ce qu'il y a un moment où il y a eu un élément déclencheur, c'est cette fameuse finale, ou c'est quoi?
où tu te dis, bon là, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est faire du futsal, quoi. En fait, c'est même pas ça qui m'a donné envie de faire du. Enfin, c'est même pas ça qui m'a dit c'est ça le futsal. En fait, non, enfin, pour moi, c'est comme tout dans la vie. Tu trouves ton chemin Moi, j'ai trouvé mon chemin dans le futsal parce que j'ai vu quelqu'un, j'ai vu quelque chose qui m'a marqué. Hmm. Et j'ai vu en ses qualités, dans les qualités de cette discipline, que ça me correspondait en fait. Et que c'était pour moi. Parce que je voyais ce poste-là avec mes valeurs. Et je pense que pour Murat, la chose que je peux lui dire aujourd'hui, c'est que peu importe le niveau auquel tu joues, peu importe l'équipe où tu joues ou ce que tu vas vivre, c'est dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Ça sera pour toi et tu te diras, ça sera le futsal qu'à partir du moment où toi, tu auras décidé d'y aller dans cette discipline. Si tu y vas parce que c'est un effet de mode, ben, ce n'est pas fait pour toi en fait. Si tu y vas parce que c'est toi qui décides d'y aller, c'est que c'est fait pour toi. C'est tout. Que tu sois bon ou mauvais, ce que tu veux. Parce que tu sois bon ou mauvais, la passion, ça reste la passion. C'est clair. C'est tout. Très bien. Jamel, déjà, merci beaucoup. Question de conclusion, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là dans un avenir proche? Bon, il y a la fin de saison. Et voilà, alors à la fin de la saison prochaine, c'est quoi? C'est toujours au Sporting du coup? Bonne question. Déjà, je sais. Je vais être franc, on avait énormément de questions. Encore une fois, je remercie tous ceux qui ont posé. Et ça prouve que voilà, les gens voulaient aussi écouter un grand monsieur comme Jamel Haroun. Mais j'ai pas pu tous les poser. Mais c'est vrai que voilà, il y avait aussi cette question de se dire quel est le projet? C'est évidemment continuer dans le futsal, ça on l'a compris. Est-ce que c'est au Sporting? Est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que c'est quoi un petit peu? T'as pas d'idée précise encore ou? Je vais être clair avec toi. Si c'est en club, ça sera Sporting de Paris. D'accord. À part si les dirigeants, j'ai envie de te dire, l'aventure se termine. Bah, aujourd'hui, c'est de donner, de terminer et de donner ce que le Sporting Paris m'a toujours donné. Ça, c'est ma première chose, si c'est en club. Si c'est pas en club, dans un premier temps, souhaitez-moi la santé déjà, à moi et à ma famille, ce sera une première chose. Et on ne sait pas ce qui se passera. C'est quoi? Tu nous fais un petit teasing là? Il peut quoi? Y C'est avoir la possibilité d'être dans un staff? C'est quoi? Enfin, non, plein de choses. voilà. Aujourd'hui, dans ma tête, je joue, je suis joueur et je termine ma saison et je fais ce que j'ai à faire. Il reste encore 3 matchs à jouer et j'honorerai mon club jusqu'au bout. Et ensuite, à la fin de la saison, on verra ce qui se passera et on verra quel chemin on prendra. Et aujourd'hui, je suis joueur. Il faut que les gens se mettent en tête jusqu'au 5 juin, je suis joueur. Ok. Après, il faut renouveler, comme on dit. Bon, j'avais une dernière question, ça va peut-être me donner un petit indice. Tu te vois où dans 5 ans? C'est quoi un peu le... Dans 5 ans, Ouais. dans le futsal. Bah, c'est une bonne réponse. C'est une très bonne réponse de fin, je pense. Écoute, merci beaucoup Jamel, c'était cool, super enrichissant et merci de ta franchise, ton honnêteté. Bah voilà, plein de bonnes choses pour la fin de saison qu'on suivra évidemment sur la FFF TV notamment. Et puis bah d'ici là, portez-vous bien. Merci, je sais pas Jamel, un mot de fin ou quelque chose? Ouais. Bah, dans un premier temps, te remercier toi pour tout ce que tu fais. Et comme je le dis souvent aux personnes qui prennent du temps et qui apportent une fenêtre de tir, une fenêtre d'ouverture à la discipline. Merci infiniment Steven pour ce que tu mets en place. Et ça a été un plaisir pour moi de pouvoir accepter parce que j'ai vu que des échos positifs. Et à la fin de cet entretien, bah, je suis très content d'avoir participé Merci beaucoup. à cet entretien. Et j'invite en tout cas ceux que tu solliciteras de vraiment de jouer le jeu parce que c'est clair, c'est sans filtre et surtout c'est fluide et c'est sincère. Et merci donc ça, beaucoup. c'est une chose qui est hyper importante. Et merci à toi. Un mot de fin pour dire déjà dans le premier temps, remercier encore tous les clubs, leur remercier et leur donner de la force. Et je parle vraiment à tous les clubs de la base qui ont continué ô combien à rendre encore beaucoup de services aux joueurs et aux joueuses de futsal et qui ont permis à la discipline de pouvoir continuer encore à vivre, d'avoir fait des efforts, mais vraiment phénoménal, des efforts phénoménaux tant pour moi, dans le sens où jouer en extérieur sur du bitume, sur de l'herbe, sur du synthétique, sur du schiste, je l'ai vu avec Saint-Henri Futsal à Marseille, c'est exceptionnel. Des gens, il y a vraiment de la passion, ils ont permis à beaucoup de monde de continuer encore à jouer, à pratiquer, et ça franchement,
je leur tire mon chapeau à tous les éducateurs, tous les éducatrices, tous les dirigeants, les présidents, les bénévoles. Merci à vous. C'est pas fini. La pandémie, je l'espère et vraiment, je l'espère vraiment pour tous qu'elle soit derrière nous et qu'à la rentrée, tout le monde pourra reprendre la compétition, le plaisir, la joie des entraînements, de se retrouver autour d'un ballon, de se retrouver autour de cette passion qui nous anime tous, de pouvoir avoir du public parce que franchement, vous nous manquez énormément Ouais, c'est clair. dans les matchs. C'est plus pareil, c'est pas la même saveur, même si on essaye de jouer pour vous, mais avec le public, c'est autre chose, ça transcende, c'est le sixième homme, le public. Hein. Et on se rend compte au combien, quand on a parfois, pas dénigré, mais on n'était pas très fan de certains publics qui étaient un petit peu hostiles ou autres et tout. Mais on se dit au combien, aujourd'hui, il nous manque et on va dire ils vont faire des efforts aussi de leur côté, mais voilà, on a besoin d'eux. Et voilà, en tout cas, je souhaite le meilleur à toutes et tous. Et j'espère qu'on finira cette saison de la meilleure des manières et que l'année prochaine, on reprendra tous ensemble sur les parquets, que ce soit au niveau loisir, district, régional, national, international, et qu'on prenne tous du plaisir autour du ballon rond. Ok, top. Bah, merci beaucoup en tout cas, Jamel. Et puis, bah, voilà, prendre soin de toi, plein de bonnes choses. Et encore merci pour avoir accepté cette interview. Et bah, voilà, on va vous quitter tranquillement. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Malheureusement, voilà, j'ai pas pu tous les poser. Et bah, à l'occasion, on refera un épisode avec Jamel l'année prochaine. Pourquoi pas? Peut-être dans un nouveau rôle, on ne sait pas. Il nous a mis des petites Tu pistes. commences, toi, tu grattes Ouais, jusqu'au. j'essaye. Allez, merci beaucoup, Jamel, en tout cas. Et puis, voilà, n'hésitez pas à liker sur les réseaux sociaux, à liker la page YouTube aussi. Et puis, voilà, à partager autour de vous. Merci beaucoup, Jamel. À bientôt. Bonne journée. Et à bientôt à tous. Ciao, ciao. Merci à toi, Steven.